Bon, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu parce que vous allez passer un sale moment parce que ce que je vais vous raconter n'est pas drôle du tout, malheureusement. Je vais commencer par faire brosser le tableau de l'environnement économique, hein, et voir si la Suisse restera le seul îlot de croissance dans le monde, hein, ce dont j'ai un petit doute, parce qu'il y a évidemment énormément de forces autour qui vont essayer d'entraîner tout le monde avec eux. Aujourd'hui, vous avez un vrai combat entre un Occident qui est en train de s'éteindre doucement, et puis des BRICS, c'est très large, mais un nouveau monde qui est en train d'émerger. L'Occident, il est en train de doucement s'éteindre pour beaucoup de raisons. D'abord, on a fait énormément de bêtises en termes de gestion des crises depuis 25 ans. Et en plus de ça, on a les conséquences de ces crises, qui est une démographie qui est en train de s'éteindre totalement. Alors, vous avez sûrement entendu parler il y a quelques années du taux de fécondité pour le renouvellement des générations qui est à 2,10. Eh bien, vous n'avez aujourd'hui plus un seul pays qui est au-dessus des 2,10, sauf le continent africain. Et encore, pas tous les pays en Afrique, mais c'est le seul. Les États-Unis sont largement en dessous. La France, qui se vantait d'avoir une fécondité importante, se retrouve aujourd'hui entre 1,60 et 1,70. L'Allemagne, on est autour de 1,50. L'Italie, l'Espagne, qui pourtant sont des pays qui sont très catholiques et donc qui, a priori, à un moment, avaient des taux de fécondité qui étaient assez élevés, aujourd'hui sont autour de 1,10, 1,20. Donc loin des 2,10. Or, ça a des conséquences. Ça a des conséquences importantes sur, en fait, votre potentiel de croissance. Le potentiel de croissance, c'est si tout se passe bien, si les gouvernements ne nous mettent pas des boulets aux pieds, quelle croissance on peut sortir par an. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous comprenez bien que le PIB, qui est la mesure quasi universelle de la croissance, le PIB, il se trouve que c'est aux 2/3 dans les pays occidentaux, c'est aux 2/3 la consommation des ménages. Or, là aussi, c'est pas de bol. Quand vous avez 75 ans, en général, vous consommez moins que quand vous en avez 50. Pourquoi ? D'abord parce que vos revenus normalement ont baissé. Alors, si c'est le cas de la France, comme vous n'aurez pas de retraite, ça baissera encore plus. Et en général, vous avez quand même moins envie de consommer. Donc, c'est comme ça. Sur un pays qui vieillit, la consommation est moindre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la croissance du PIB est moindre aussi. Donc ça veut dire que dans des pays matures comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc., beaucoup d'autres, vous aurez maintenant un potentiel de croissance qui évoluera entre -1 et +1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est totalement insuffisant pour avoir une activité qui suffise pour faire baisser le chômage, pour rembourser les dettes qui sont nombreuses. Donc, c'est insuffisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il ne va pas y avoir le choix, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens pensent que quand il y a une nouvelle équipe politique qui arrive, ils se disent ils vont peut-être faire quelque chose, ils vont peut-être aller vers
quelque chose d'intéressant, relancer les choses. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est jamais un politicien qui relancera l'économie. Hein. C'est les entreprises, c'est les entrepreneurs, c'est pas le politicien. Bruno Le Maire, avec ses petits bras, ne relancera jamais l'économie nulle part. Même s'il vient à Lausanne l'apprendre, malheureusement, je crains que ça ne suffise pas à nos chères têtes blondes qui auront ces cours à Lausanne. Donc, vous êtes dans un environnement qui, je vous dis, va petit à petit s'éteindre doucement, avec en revanche un afflux de dettes. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, les élites qui nous gouvernent, je mets des gros guillemets à élite, les élites qui nous gouvernent ont cru, alors je l'ai répété maintes et maintes fois dans des vidéos, mais ont cru que c'était la queue qui remuait le chien et non le chien qui remuait la queue. Alors moi j'ai un chien, je peux vous dire que c'est le chien qui remue la queue et c'est pas le contraire. Et en fait, ils se sont dit, si on met de la monnaie dans le circuit, on va avoir de l'activité. Ben non. Vous pouvez mettre autant de monnaie que vous voulez. Ça ne crée pas de l'activité. C'est l'activité qui crée la monnaie. C'est pas le contraire. Et donc, on a fonctionné sur cette idée qui est curieuse parce que toute personne qui a un chien pourrait dire tout de suite que c'est une idée idiote, mais ça n'empêche que c'est l'idée qui prédomine depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est le réflexe le plus facile. C'est-à-dire que vous n'avez aucune contrainte, vous n'êtes pas obligé de vous serrer la ceinture, il suffit d'imprimer de la monnaie. Cette monnaie va financer en fait les États et non pas l'investissement des États, parce que ça serait très bien, on serait très heureux qu'ils investissent avec la dette qu'ils émettent, hein, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que la dette leur sert uniquement à payer les dépenses courantes. Donc, quand vous ne payez que les dépenses courantes avec la dette que vous faites, hein, comprenez bien que l'année suivante, faut en mettre, faut aller retoquer à la porte des banques en demandant un emprunt à nouveau, parce qu'il n'y a jamais rien qui va sortir puisque vous n'investissez pas. D'accord ? Donc ça serait comme un ménage, si vous voulez, qui tous les ans va à sa banque, emprunte 100 000 balles pour vivre, ne plaçant rien et il vit avec. Et donc l'année suivante, il est obligé d'emprunter 110 000 parce qu'il faut qu'il paye les intérêts. Et puis, il faut qu'il vive mieux que l'année d'avant. Donc, puis avec l'inflation, il faut qu'il coule. Donc 110. Et puis l'année suivante, ça sera 220 ou 230, puisque voilà. Donc on est dans une logique comme ça de perpétuelle fuite en avant. Et ça, je vous dis bien, dans tous les pays. C'est pas uniquement en France, c'est pas uniquement en Italie, vous avez exactement la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, depuis un bon moment, ils empruntent à tour de bras pour financer en fait une illusion de croissance, parce que ça n'est qu'une illusion de croissance. Quand vous empruntez comme ça pour les dépenses courantes et non pour investir, en fait vous créez une illusion de croissance. Si vous voulez, si vous payez demain le groupe Bouygues pour qu'il vous trace des raies blanches sur les passages piétons, c'est très bien, ça va donner du boulot à Bouygues. Bouygues va payer quelques gars pour les faire, mais ça va apporter quoi au final? Rien.
Donc l'année suivante, il faudra retrouver quelque chose. Vous avez eu ça, par exemple, à la même à l'extrême en Chine. Vous avez depuis quelques années un surinvestissement massif, massif comme on n'a jamais eu. Même les Japonais n'ont jamais autant investi que les Chinois. Mais le problème, c'est qu'ils investissent dans quoi? Ils ont investi dans quoi? Ce qui a donné d'ailleurs la chute de quelques grands promoteurs il y a quelque temps. Ben, ils investissent, ils construisent des villes. Construisent des villes, mais qui sont des villes fantômes en fait, parce que personne ne peut se payer un appartement. Donc les gars sont payés pour construire des immeubles, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a personne pour les acheter. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez le promoteur qui tombe, et puis derrière, vous avez la banque qui lui a prêté, qui tombe aussi. Et donc, on est face à une espèce de bulle qui est constituée par cette dette, parce que, je vous dis, c'est pour les dirigeants le moyen le plus simple de continuer à créer une illusion de bien-être et de croissance. Donc aujourd'hui, on arrive, c'est bien le problème, il y a quelques années, quand je faisais des conférences ou quand j'étais en interview, on me disait au bout d'un moment, on me disait mais de la marche, tu nous emmerdes avec ta dette. Ok, pas de problème. C'est curieux, maintenant, là, tout le monde en parle. Hein. Donc, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et en fait, bien, à partir d'un certain point, vous n'avez pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain point, vous allez être condamné à faire, en fait, ce que dans le privé, on appelle de la cavalerie. C'est du pénal dans le privé. Pour les États, tout se passe bien, mais c'est quand même du pénal dans le privé. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'emprunter un peu plus pour payer la gabegie que vous avez fait les années précédentes. Donc, on arrive, si vous voulez, à quelque chose qui est du type japonais, ce qu'ils font depuis 30 ans, c'est-à-dire eux aussi ont une démographie qui est juste épouvantable. Hein. Ils vont probablement, avec les derniers chiffres qu'on a, ils seront en dessous de 90 millions d'habitants, ils sont à 125 hein, aujourd'hui, en dessous de 90 millions d'habitants entre 2040 et 2050, ce qui est demain. Hein. Donc, vous avez un pays qui, là aussi, se meurt, et qui, chaque année, est obligé de mettre entre 7 et 10% de déficit budgétaire pour juste que ça continue. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'en face, eh bien, vous avez la Banque centrale qui est obligée de tout acheter. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est partant pour acheter du yen alors qu'il est rémunéré à 0. Et il ne peut pas être rémunéré à plus. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est fini, sous prétexte qu'ils ont monté de 0,25, les taux. Pour la bonne et simple raison, quand vous atteignez le taux de dette par rapport au PIB des Japonais, qui flirte avec les 300%, eh bien, si vous montez les taux de 1%, bah, vous payez 3. Et comme vous avez, comme je vous l'ai dit, une croissance qui est anémique au Japon depuis 30 ans, eh bien c'est compliqué. Ça veut dire que tous les ans, vous allez rajouter de la dette. Demain, vous serez à 310. Après-demain, vous serez à 320 et compagnie. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que c'est ce que je vous ai dit, une fuite en avant, et qu'à ce moment-là, vous allez le payer. Et vous allez le payer comment? Par l'effondrement de la monnaie. On le voit avec le yen, hein, on est passé quand même en quelques années de 100 à 150, même à 160. Ça fait quand même une sacrée chute, hein, et c'est pas fini. C'est-à-dire que vous le verrez à 250 contre dollars. C'est écrit, si vous voulez. Alors après, quel est
quel est le temps que ça mettra pour le faire? J'en sais rien, parce que c'est très psychologique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens vont refuser du yen. On va les payer en yen, ils vont dire bah oui mais non mais là t'es mignon parce que ça vaut pas grand-chose ton machin, donc hier c'était un billet, maintenant c'est deux. C'est comme ça que vous déclenchez en fait l'effondrement de la monnaie. Alors vous allez me dire oui mais en fait il n'y a pas que les Japonais, et je vais vous répondre oui il n'y a pas que les Japonais. C'est aussi ce qu'on a fait en Europe. Depuis la crise de 2008, hein, en fait, on n'a pas du tout réglé les problèmes. On a mis la poussière sous le tapis. Mais la poussière sous le tapis, ça a tendance à un moment à ressortir. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, on vous a dit par exemple il y a quelque temps que l'Espagne s'était bien redressée depuis 2008. C'est faux. L'Espagne, entre 2008 et 2017, met 12,30 € de dette pour faire 1 € de PIB de plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise dans cette salle, mais s'il y en a un qui me dit qu'il faut mettre 12,30 € de dette pour faire 1 € de chiffre d'affaires, pas sûr que sa boîte tienne longtemps. Et c'est ce qui se passe pourtant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un pays. Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même un peu la même chose. Donc il y a un moment où il y a une limite à ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se réveille. Alors moi, je bois du petit lait parce que quand je vois des gens comme Barnier ou autres, notre nouveau Premier ministre, hein, qui découvrent la dette en France. Parce que figurez-vous qu'hier, elle n'y était pas. D'accord? Là, elle vient d'arriver. C'est merveilleux. Ils sont tous en train de dire ah bah oui, ça, on n'avait pas vu. Bon. Et si, elle était là depuis longtemps. Elle était là depuis longtemps et elle était inexorable parce que je vous l'ai dit, on n'a plus de croissance. Donc, fallait bien maintenir tout le social qu'on a en France, etc. Fallait bien calmer les banlieues, fallait bien. Donc, fallait des sous pour ça. Et donc, les sous, on les fait comment? On les fait par la dette. Et alors, on a eu une BCE complaisante, qui a fait que nos taux ne se sont pas envolés encore, et donc tout va bien. Maintenant, il faut savoir quand même que notre budget, il est directement donné à Madame von der Leyen, et que c'est Madame von der Leyen qui va le signer en bas, c'est pas Monsieur Barnier, et qu'on est quand même placé en procédure de déficit excessif, donc c'est à peu près, on est à peu près au niveau de la Grèce, hein, faut pas vous faire d'illusions, donc on est loin des 112%, on est plutôt autour de 160. 170, donc à peu près 5 000 milliards de dettes sur un PIB qui est à 2009. Donc voilà, pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il s'est passé que Monsieur Bruno Le Maire a mis l'économie russe à genoux. Hein, et il a brillamment réussi, on a vu. Donc, il a collé des sanctions à la Russie parce qu'il ne savait pas, le pauvre. Il a cru d'abord que la Russie avait le PIB du Portugal. Il n'avait pas tout vu, mais c'est pas grave. Et puis, il avait surtout pas vu que en France, on n'a pas la moindre matière première et que la Russie les a tous. Bon. Et donc, et que la Russie aussi a un gros avantage, c'est qu'ils n'ont aucune dette. Donc, il l'a mise à genoux, mais il n'a pas mis à genoux que la Russie. En fait, il en a profité pour mettre à genoux la France, hein, et surtout l'Allemagne. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous avez récemment appris que
un maître nageur ukrainien avec sa petite bouée flamant rose était allé plonger sur Nord Stream et avait fait sauter Nord Stream. Bon. Alors, Nord Stream qui saute, c'est un gros pépin pour l'Allemagne. Pas pour nous. Nous, on n'a plus d'industrie. On s'en fout complètement. Donc, nous, c'est un problème totalement annexe en France. Mais, en Allemagne, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème parce qu'ils avaient encore, jusqu'à maintenant, une industrie. Maintenant, ils l'ont plus. Donc, merci les Américains. Donc, les Américains ont fait sauter Nord Stream parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début d'ailleurs des sanctions, vous aviez quelques grands groupes allemands qui avaient un peu rué dans les brancards. Et on sentait que les politiques allemands étaient quand même sur le point de tourner leur veste parce que BASF, Thyssen, etc., c'est quand même gros. Et ils commençaient à dire arrêtez vos conneries avec vos sanctions parce que ça va nous revenir dans la figure et on va payer beaucoup plus cher le gaz notamment qui est quand même le fuel de l'industrie. Et donc à ce moment-là, les Américains se sont dit bon bah c'est une bonne idée de faire sauter Nord Stream, comme ça il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et donc ils ont fait flamber évidemment les prix derrière de toutes les importations de gaz, de pétrole, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'Allemagne était quand même la locomotive de l'Europe. Et quand il n'y a plus de locomotive, c'est difficile d'avancer. Très compliqué. Surtout que ce n'est pas la France qui va prendre le relais. Hein. Donc, je sais bien que M. Macron a récemment vendu visiblement des TGV au Maroc, mais ça ne suffit pas à tirer l'économie européenne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'en fait, l'Union européenne et l'euro, c'est mort. Alors, j'ai juste pas la date des obsèques. Mais là, on peut dire quand même que c'est cuit et archi-cuit. Pourquoi? Bah parce que vous regardez simplement les spreads de taux qui se sont tendus, la France qui va avoir des soucis au niveau de ses emprunts. Alors tant que c'était la Grèce, si vous voulez, c'était pas gênant, parce que la Grèce c'est tout petit. Tant qu'il y a des difficultés à Chypre, on peut faire l'impasse. Si c'est le Portugal, ça commence à devenir un peu taquin. Si c'est la France, là, c'est plus que taquin, c'est un gros problème. Et vous avez vu qu'en plus, en Allemagne, ça commence à ralentir sérieusement. Hein. Volkswagen a annoncé ses résultats. Ça va devenir difficile. Donc, l'euro, vous pouvez faire une croix dessus. Et là, il faut savoir pourquoi, parce que je dirais les Américains en général font pas grand-chose par hasard, donc il faut se poser la question de savoir pourquoi. En fait, parce que l'euro pouvait représenter une alternative. Vous savez que le dollar, on parle beaucoup de dédollarisation. Alors, je suis pas trop inquiet pour l'instant pour le dollar. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de com de la part des BRICS qui vous disent on va utiliser notre monnaie pour faire des transactions, pour faire du commerce. En fait, non. C'est-à-dire, en pratique, non. Sur la com, oui. En pratique, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le commerce se fait encore en dollars. Et c'est assez compréhensible.
je vous vends quelque chose, je vends quelque chose au Venezuela, est-ce que je vais accepter d'être payé en bolivar? Non. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. Est-ce que je vais accepter d'être payé en pesos argentins? Non plus. Est-ce que je vais accepter d'être payé en réal brésilien? Non plus. Donc en fait, c'est des grands discours, mais dans les faits, vous continuez à utiliser le dollar. Et d'autant plus que, est-ce que je vais pouvoir finalement acheter la seule monnaie que, à la limite, je voudrais bien prendre, le yuan? Oui, mais il y a juste un petit souci, c'est qu'il y a 2 yuan. Il y a un yuan qui sert en interne, qui lui vaut quelque chose, et un yuan qui est réservé aux Occidentaux et qui n'est pas converti. Donc en fait, valeur 0. Est-ce que je vais accepter d'être payé en yuan qui n'est pas converti? Non plus. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Et c'était bien le problème des Américains, c'est qu'ils se disaient, ben oui, mais il y a quand même encore un choix, qui est l'euro. Bon, ok, c'est mal monté, ok, ça pètera un jour, mais en attendant, je peux utiliser l'euro. Maintenant, non. Donc, ils ont réussi leur coup. Parce que vous allez, en fait, obtenir un monde avec 2 monnaies. Vous aurez tous ceux qui seront rattachés au dollar et tous ceux qui seront rattachés au yuan, c'est-à-dire les copains, les Russes et quelques BRICS qui s'arrimeront au dollar. Alors, quid de la Suisse là-dedans? Puisque, paraît que je dois en parler, même si c'est un pays d'adoption depuis pas longtemps, mais quid de la Suisse là-dedans? La Suisse, aujourd'hui, elle est bien embêtée parce que l'euro se casse la figure contre le franc suisse. Et comme il y a quelques années, la BNS essaie désespérément de freiner la hausse. Et c'est compliqué de freiner la hausse parce que d'abord ça sert à rien, ça fait dépenser beaucoup d'argent, ça sert à rien parce que le jour où vous aurez réellement une attaque contre l'euro, le franc suisse sautera. Enfin, le franc suisse sautera. Fera un grand pas en avant, on va dire. Et c'est bien le problème. Donc je viens de recevoir, juste avant la conférence, là, je viens de recevoir un article sur les risques de déflation en Suisse. Parce qu'ils viennent de publier un chiffre qui était pas beaucoup au-dessus de 0. Donc, risque de déflation. Bah oui, risque de déflation, en fait, oui, vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas, mais vous avez une monnaie qui est très forte vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro. Mais je dirais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le contrôler. C'est-à-dire que la BNS pourra faire tout ce qu'elle voudra. Je vous dis, à la première attaque sérieuse, ça sautera. J'avais dit exactement la même chose avant que le PEG ne saute. Vous savez, quand on était à 1,20, payé à 1,20 contre euro, et que l'ensemble des économistes nous disaient jamais la BNS ne baissera les bras, ben si, elle l'a baissé, forcément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas aller contre le marché, quoi qu'il arrive. Et surtout, la BNS, parce que si la BNS pouvait jouer avec une autre banque centrale pour contrôler, sauf que l'autre banque centrale, elle s'en fiche complètement des problèmes de la BNS. Donc, si vous voulez, elles ne joueront pas à deux. Vous n'aurez pas la Fed qui va aider la BNS, vous n'aurez pas la BCE qui va aider la BNS. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BNS est en train de vendre du franc suisse et d'acheter de l'euro.
vendez quelque chose qui est bien fort, basé sur une belle économie, pour acheter, passez-moi l'expression, de la merde. C'est pas forcément le truc le plus malin à faire. Hein. Et ça se termine malheureusement toujours de la même façon. C'est-à-dire que, je vous dis, là pour l'instant c'est à peu près contrôlable parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que donc vous pouvez à peu près tenir. Le jour où vous aurez une attaque sérieuse, c'est terminé. Donc là, vous plongerez. Alors, autant les Américains s'en fichent complètement parce qu'eux n'exportent rien. Vous regardez la taille des exportations par rapport au PIB américain, c'est juste grotesque. Hein. Donc ils s'en fichent complètement. Donc eux ne vont pas s'amuser à contrôler quoi que ce soit. Et d'ailleurs, puisque c'est eux en plus qui ont fait tout pour que ça arrive. Donc ils ne lèveront pas le petit doigt. Et puis vous aurez, je vous dis, vous aurez quelques monnaies, alors la couronne norvégienne, franc suisse, etc., mais qui sont lilliputiennes par rapport au monde et dans les transactions mondiales, qui resteront. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je vous dis, mécaniquement, moi je suis, que je sois un particulier, que je sois un grand fonds, que je sois, qu'est-ce que je fais? Le jour où l'euro se casse la figure, je vais me réfugier sur du dollar et puis je vais me réfugier aussi sur du franc suisse. C'est ça qui est en train de se passer, c'est pas autre chose. Donc vous avez un euro qui va se dégrader de plus en plus, qui ira recasser la parité, hein, ça, contre dollar. Ça l'a fait il y a un an et demi. On va y retourner à tous les coups. On va y retourner parce que tout le monde se bat. Il faut voir, et ça c'est, je vous parle de ça en tant que vécu, j'ai un family office ici, je n'ai jamais vu autant de monde arriver. C'est un truc de dingue. Et ça a accéléré depuis les élections. C'est-à-dire que les Français jettent les Français qui ont encore des sous, jettent l'éponge et partent. Alors dans un premier temps, c'est leur argent qui part, mais ça va très vite être eux derrière. Là, c'est il y a ce qu'on appelle un bank run, si vous voulez, que vous ne voyez pas parce que on n'est pas en 1930, donc vous ne voyez pas les queues devant les banques avec des gens qui retirent leur argent. Et ils retirent leur argent électroniquement. Il n'y a pas besoin d'aller à la banque. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions qui sortent par semaine. C'est monstrueux. Et ils vont où? Chez vous. Donc c'est pour ça que le franc suisse va continuer à monter. Parce que dès qu'ils arrivent ici, ils se débarrassent de leurs euros et ils ne restent pas en euros, ils viennent en franc suisse. Donc vous ne pourrez pas contrôler la hausse du franc suisse, ça va continuer. Et donc en effet, il y a un risque de déflation parce que je vous dis, c'est l'équivalent de monter les taux à 5 ou 6%, donc ça va faire mal. Donc, donc les monnaies, je vous dis, c'est vous allez vous retrouver avec deux monnaies. Les Chinois, aujourd'hui, achètent, et pas qu'aujourd'hui, achètent énormément d'or. Alors, je l'ai dit dans une autre interview, mais j'ai dit que on avait évalué avec les fondeurs ici, on avait évalué le stock d'or de la Banque de Chine entre 25 et 30 000 tonnes, alors qu'ils en annoncent officiellement 2500. Donc on est loin du compte, très très loin du compte. Et tout ça pourquoi? Pour baser en effet pour baser leur monnaie et pour la rendre convertible en or. Ils avaient fait un essai en 2017. En 2017, ils avaient créé un contrat pour acheter du pétrole aux Russes. Ils avaient créé un contrat qui était sur du yuan, basé sur l'or et convertible en or. Donc on savait où ils voulaient aller. Alors ils ont mis un certain temps, mais là aussi c'est inéluctable, c'est-à-dire qu'on sait où ils veulent aller, on sait qu'ils vont la sortir, je ne sais pas quand, mais je vous dis
on n'a jamais été aussi proche. Ça sera dans 1 an, ce sera dans 2 ans, j'en sais rien. Peut-être le temps de racheter encore un peu d'or. C'est pour ça que l'or monte tous les jours. C'est pas un hasard. Et donc voilà, le problème du franc suisse est loin d'être réglé. Le problème de l'euro va se régler dans peu de temps. Et je vous dis, il y a un vrai risque bancaire. C'est pour ça que les Français vont majoritairement dans les banques privées en Suisse. Hein. C'est qu'il y a un vrai risque bancaire aujourd'hui à cause de ce bank run. Alors je l'ai expliqué aussi plusieurs fois, mais il y a un truc que les gens n'ont pas compris chez les assureurs vie en France et chez les banquiers. Les banquiers aujourd'hui, les assureurs et les grandes gestions ont la possibilité d'évaluer leur portefeuille obligataire en mark-to-model. Alors je ne sais pas si ça dit grand-chose à tout le monde, mais le mark-to-model, c'est de dire j'achète une oblige à 1000. Dans mon contrat, elle va m'être remboursée dans 5 ans, dans 10 ans à 1000. Et donc, si aujourd'hui elle vaut 500 sur le marché, eh bien, je la mets quand même dans mon bilan à 1000. Je ne fais pas de provision dessus parce que j'estime que tant que le pays ou la société n'est pas déclaré en faillite, eh bien, j'irai jusqu'au bout et donc je serai remboursé à 1000. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que si tout le monde sort de la banque ou de l'assurance, bien là, vous pouvez toujours aller voir les marchés en leur disant « je vais te vendre l'oblige à 1000 qui vaut 500 », pas sûr que ça marche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, vous allez vendre à 500. Et 500, c'est la moitié de 1000. Donc il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent dans l'histoire. Et donc les banques sont en risque, les assureurs sont en risque. S'il y a un bank run, c'est-à-dire s'il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui sort, eh bien à ce moment-là, les banques sont obligées de vendre. Et quand elles vendent à très bas prix. Pourquoi? Tout simplement parce que les taux ont monté. Votre portefeuille obligataire, quand il passe de 0, ce qui était le cas il y a encore peu de temps, hein, on était avec des taux à 0 ou des taux négatifs, quand il passe de 0 à 5, alors après vous allez me dire oui, ça dépend de la durée de l'obligation, etc. Ok, mais quand il passe de 0 à 5, vous perdez sur l'obligation entre 30 et 50%. Donc il y a des portefeuilles obligataires aujourd'hui qui sont dans un sale état. Et personne ne le sait parce que quand vous regardez en effet le bilan, en mark to model, vous dites finalement ça va bien. Sauf que non. Donc ce qui s'est passé, c'est-à-dire le récent spectacle affligeant français depuis un petit moment, fait que vous avez énormément de sorties. Et donc, nous allons en payer les conséquences dans peu de temps. Voilà. Donc, je vous dis, attendez-vous à avoir pas mal de Français qui viennent sonner à la porte de la Suisse, parce que ça va un peu secouer en France. Alors, en plus des aspects bancaires et des aspects d'effondrement économique, il y a un effondrement aussi juridique, de démocratie, etc. en France, hein, et aussi en Europe, puisque on a la tête de l'Europe, Madame von der Leyen, qui n'est pas un exemple de démocratie et de probité. On a un gros problème en France qui fait que beaucoup d'entrepreneurs jettent l'éponge, on en parlait
dehors en attendant que la porte s'ouvre, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété a été complètement remis en cause en France. Et c'est gravissime parce que ça entraîne beaucoup de choses, si vous voulez. C'est-à-dire que, donc j'en parlais puisque je l'ai vécu, RT France, qui était une radio et une télévision, RT France, au moment de l'entrée en Ukraine des Russes, RT France se fait fermer, alors qu'elle avait renouvelé, qu'on avait renouvelé quelques semaines avant sa fréquence. Alors évidemment, Macron sautait de joie parce que ça faisait 3 ans qu'il voulait fermer RT. Et RT France, qui était une société française, se fait fermer et se fait liquider. Et là, ça pose un petit problème, c'est qu'en fait, il n'y avait absolument aucune raison juridique pour la fermer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, puisque vous avez vu que les Américains recommencent ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, avec la Chine, hein, donc la Chine met une ligne rouge en disant Taïwan pas touche. Juillet 2023, les États-Unis livrent des armes à Taïwan. Les Chinois envoient un petit message en disant que c'est pas bien. Ils recommencent en janvier 2024 et ils recommencent là au mois de septembre ou août, je ne sais plus, 2024. Donc c'est comme à leur habitude, hein, vous mettez une ligne rouge, s'amuse à la franchir une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où vous tapez du poing sur la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, ils mettent des sanctions aux Chinois, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En France, M. Macron saisit les boîtes chinoises et les intérêts chinois. Et après, on saisit votre propriété parce que vous avez regardé M. Macron de travers. À partir du moment où vous sortez des clous en termes juridiques une fois, vous pouvez y ressortir à chaque fois. Donc, il y a un vrai souci. Vous avez exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était assez rigolo. C'était il y a en 2023. En 2023, vers la fin de l'année, ou peut-être début 2024, je sais. Vous avez eu à un moment un défilé de tout le gouvernement qui a défilé sur les télévisions en disant on va mettre Paris sous tutelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce que, évidemment, il s'était aperçu que Madame Hidalgo était droguée à la dette et avait fait pas mal de choses qui n'étaient pas très intelligentes. Et donc, ils étaient tous là en disant il faut virer Madame Hidalgo et il faut mettre Paris sous tutelle. Pourquoi ça? C'était pas du tout parce que Madame Hidalgo avait trop de dettes. Ils s'en foutent complètement. C'est jamais que 10 milliards, c'est une paille. Donc, c'était pas du tout pour ça. C'était parce que Madame Hidalgo s'était amusée à épingler un certain nombre d'immeubles dans Paris. Pour être précis, plus de 200, pas rien, qui pouvaient être situés dans le triangle d'or. Vous savez, dans le triangle d'or, à peu près, les prix, c'est 25 000 balles du mètre, sur des immeubles qui étaient en grande majorité des immeubles de location professionnelle, de bureaux et de commerce souvent en bas. Et elle s'était amusée à les pastiller logement social 100%.
Et logement social 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut préempter à 3500 balles du mètre. Donc le gars qui s'est réveillé un matin, parce que c'est comme ça, hein, ça vous tombe dessus du jour au lendemain, le gars qui s'est réveillé un matin, il avait un immeuble de 2000 mètres carrés, donc évalué à 50 millions, et il apprenait que s'il le mettait à la vente, hein, Madame Hidalgo allait le préempter à 7 millions. Alors évidemment, elle a fait une erreur parce que là-dedans, il y avait des copains de M. Macron qui sont un peu énervés et qui ont passé un petit coup de fil à M. Macron en lui disant « Écoute, t'arrêtes cette folle parce que sinon tu vas la retrouver au fond de la Seine, les pieds dans le ciment, et ça va faire désordre, donc il vaut mieux quand même lui dire de se calmer et d'enlever ses petites pastilles, ce qu'elle a fait, et donc vous n'en avez plus entendu parler après. Mais là aussi, si vous voulez, vous n'avez plus de droit de propriété, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'un maire peut tout d'un coup dire ça, je vais te le racheter à 5 fois moins que le prix que ça vaut. Ou 6 fois moins, ou 7 fois moins. Donc, cette idée du droit de propriété, après, on peut le décliner, hein, la saisie des avoirs russes, là aussi. À partir de là, vous pouvez aussi décider demain, je ne sais pas moi, de saisir les avoirs français, italien, espagnol, pourquoi pas, hein. Donc, et là aussi, alors ils essaient de se rattraper en vous disant, ben ouais, mais on a saisi que les intérêts des avoirs russes, on n'a pas saisi le principal, on a saisi les revenus de cet argent. Oui, d'accord, mais je rappelle ce que c'est que le droit de propriété, hein. Il y a là-dedans usus, fructus et abusus. C'est ça le droit de propriété. Et donc, fructus, c'est un peu les fruits, non? Enfin, non. Donc, quand vous saisissez les fruits, vous avez une atteinte très nette au droit de propriété. Mais ça passe. Ça passe parce qu'on est le camp du bien. Donc, tout passe. Le problème, c'est le jour où vous allez vous retrouver dans le camp du mal, pour une raison X ou Y. Et là, ça risque de faire un peu plus mal. Donc, j'ai vu aussi, on en discutait tout à l'heure, qu'il y avait une initiative pour mettre la neutralité dans la Constitution. Vous seriez bien inspiré en Suisse de mettre aussi le droit de propriété dans la Constitution, ce serait pas mal. Parce que là, il y a des atteintes majeures au droit de propriété. Alors, je ne sais pas encore si, en tout cas, il y a des tentatives de transfert des actifs russes vers l'Union européenne, mais si jamais vous faites la même chose en Suisse que ce qu'on a fait dans le reste de l'Europe, il risque du coup d'y avoir beaucoup moins de départs vers la Suisse. Alors c'est peut-être le but du jeu, hein, peut-être que vous en avez marre de voir des Français, mais je ne suis pas sûr que ce soit le truc à faire quand même. Donc voilà. Le droit de propriété, c'est la base de la démocratie. Si vous retirez le droit de propriété, il n'y a plus de démocratie. Donc je ne suis pas sûr qu'aller dans cette tendance-là soit très malin. Donc voilà, donc plein de bonnes nouvelles en fait, hein. Alors, pourquoi cette tendance des Américains et de certains Européens à aller vers la guerre à tout prix? Eh bien parce que la guerre est un formidable effaceur. C'est le Tipex suprême. Quand vous êtes pourri jusqu'à l'os, ce qui est le cas quand même de beaucoup de nos chefs d'État,
quand vous êtes pourri jusqu'à l'os, c'est que vous avez beaucoup de choses à cacher, une petite guerre, il n'y a rien de mieux. Hein, parce qu'on met tout ça dedans, on enfouit tout ça, et finalement, bah, tout passe, quoi. Donc, on voit que les démocrates américains ne rêvent que de ça, que Madame von der Leyen, évidemment, qui a quelques petites choses à cacher, parce que je vous rappelle quand même que cette femme-là s'est fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption, et qu'on l'a retrouvée à la tête de la Commission européenne, ce qui est quand même un scandale majeur, mais c'est pas grave, c'est dans les us de la mafia européenne. Donc voilà, donc vous avez aujourd'hui malheureusement très peu de bonnes nouvelles. Moi, je suis assez inquiet pour mon ancien pays. Parce que je ne vois pas aujourd'hui de façon de s'en sortir par le haut. On en discute souvent avec certains de mes amis, que vous connaissez peut-être, comme Charles Gave ou autres. J'ai du mal à voir la sortie. J'ai du mal à voir une sortie, en tout cas positive. C'est pas évidemment, je ne souhaite pas la guerre, au contraire, mais j'ai du mal à voir une sortie positive parce que j'ai l'impression que c'est devenu réellement un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que jamais vous n'entendez chez aucun politique, quel que soit son bord, jamais vous n'entendez quelqu'un se dire bon, ben, là, pour les retraites, on a une équation qui n'est pas équilibrable, donc on va repartir d'une page blanche. Et on va refaire un système. Non, ce que vous avez, c'est des gens qui vous disent, bah, de toute façon, on va repousser l'âge de la retraite de 2 ans. Mais oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? On va remettre le truc et on va dire, bon, bah, faut la repousser de 2 ans encore. Ou faut diminuer les pensions, ou faut... Il n'y en a jamais un qui vous dit cette équation n'est pas tenable, parce que c'est un fait, cette équation n'est pas tenable. Je vous parlais au tout début de la démographie. C'est un point majeur qui n'est jamais abordé par aucun politique. Le fait est que on vous dit encore en France que nous sommes à 1,70 actifs, c'est le ratio de dépendance, 1,70 actifs pour un dépendant. C'est faux. Le calcul est faux. Pourquoi le calcul est faux? Tout simplement parce que au dénominateur, ils mettent l'ensemble de la classe d'âge active. D'accord? 20 ans, 64. Sauf que le problème, dans les 20 ans, 64 ans, ils ne travaillent pas tous, hein. Loin de là. Puis alors en France, en gros, si vous agglomérez tous les chiffres, parce qu'on vous donne évidemment à chaque fois le chiffre marketing politique, c'est-à-dire le chiffre des chômeurs A, c'est-à-dire la classe A, c'est ceux qui régulièrement vont pointer à la NPE, qui cherchent du boulot, etc. Mais il y a tous les autres. Il y a tous les gens qui sont au RSA, qui ne sont pas comptés, il y a tous les gens... Bon. En gros, si vous prenez tout le monde, il y a un peu plus de 11 millions de chômeurs. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup plus que ce qui est en tout cas annoncé. Et si vous les enlevez, ces gens-là, parce que le fait est qu'ils ne cotisent pas, donc si vous les enlevez, ces gens-là, et que là vous refaites le ratio avec les dépendants sur la population qui cotise vraiment, eh bien là vous n'êtes plus à 1,7. Vous étiez, parce que j'ai fait un papier là-dessus en 2018,
vous étiez en 2018 à 1,3. Et en 2018, moi j'avais travaillé sur les chiffres des Nations Unies qui étaient encore sur des zones de, par exemple, démographique pour la France, qui était sur une zone de 1,80, 1,85. Donc loin du taux actuel. Donc ça veut dire que moi j'avais le passage en dessous de 1 se faisait entre 2030 et 2035. Je suis sûr qu'on n'en est pas très loin. Et on est en 2025, bientôt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment fait-on quand vous avez un dépendant pour un actif? Est-ce que l'actif va donner la moitié de son salaire pour payer la retraite du dépendant? Alors sachant que le salaire moyen en France doit être à 1800 balles, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà. Voilà où on en est. C'est pour ça que je vous dis, c'est un vrai, il y a un vrai problème, c'est que les gens qu'on a aujourd'hui et depuis un moment au gouvernement sont des gens qui sont des communicants, qui lisent un joli texte, hein, mais qui sont incapables de réfléchir, incapables de se projeter, incapables d'avoir la moindre action positive sur l'économie et même sur les différents mécanismes qui sont pourtant des mécanismes qui relèvent de l'État. Voilà. Donc, tant que vous aurez ça, c'est-à-dire tant que vous aurez des gens qui mettent des pastilles sur une jambe de bois, je ne suis pas sûr que le redressement soit possible. Voilà. Et que même aujourd'hui, si on avait quelqu'un, je mets beaucoup de si, hein, mais bon, si on avait quelqu'un qui arrivait et qui réellement était bon, je crains malheureusement qu'on en ait pour 15 ans. Et 15 ans, c'est long. C'est très très long. Voilà. Donc, parce que vous ne pouvez pas d'un coup de baguette magique redresser une situation qui est hors contrôle, sans que ça fasse extrêmement mal. Donc voilà, donc vous aurez, je pense, malheureusement, la Suisse là-dedans, coincée entre une Europe qui l'absorberait bien et la mettrait bien au pas, en tout cas volontiers au pas bien, mais volontiers au pas, et puis une horde sauvage de Français qui veulent rentrer à tout prix, donc défendez vos frontières. Maintenant que je suis rentré, je peux le dire, défendez vos frontières. Donc défendez vos frontières parce que je pense que ça va être extrêmement compliqué. On ne peut pas imaginer que, je vous dis, vous soyez le seul îlot de croissance dans un monde en flammes. Et malheureusement, je pense que le monde est bien parti pour être en flammes. Donc, ça va être très difficile. Voilà. Merci.